Bien sûr que tu peux venir au mariage. Mais s'il te plaît, ne dis pas que tu es ma mère, d'accord? Dis juste que tu fais partie de la famille, un lien éloigné. Je tenais le téléphone contre mon oreille comme s'il brûlait, comme si j'avais mal compris, comme si ce simple objet en plastique pouvait me mentir. Mais sa voix, si reconnaissable malgré son ton prudent, ne laissait aucun doute. C'était bien mon fils Thomas qui venait de me dire ça. Dehors, le vent se levait sur les collines du Cantal, et dans ma cuisine, l'odeur des lys que j'avais arrangés le matin flottait encore, douce et entêtante. J'ai levé les yeux vers la photo accrochée près de l'évier. Mon mari Henri, disparu depuis presque 20 ans, y souriait, un bras autour de notre petit garçon, un panier de fleurs dans l'autre. À cette époque-là, Thomas m'appelait encore « maman ». Aujourd'hui, je n'étais plus que Madeleine. Je n'ai rien dit. Aucun cri, aucune question, pas même un soupir. Juste le silence. Il a tenté un petit rire, gêné. C'est juste que sa famille est très traditionnelle, tu vois. Ils sont un peu sensibles à certaines choses. Et on a déjà eu assez de complications, alors sa voix s'estompa. Je sentais mes doigts devenir froids, même si le soleil d'été réchauffait la maison. J'ai posé doucement le téléphone sur le plan de travail, comme un fruit trop mûr que l'on découvre pourri à l'intérieur. J'ai 78 ans. J'ai passé ma vie dans une petite boutique de fleurs à Aurillac, dans le centre-ville, entre les livraisons de gerbes funéraires et les bouquets d'anniversaire de dernière minute. Quand Henri est parti, j'avais 60 ans. Depuis, j'ai tout fait seule. J'ai élevé Thomas, j'ai tenu la boutique ouverte 6 jours sur 7, même les jours de pluie et les matins sans sommeil. J'ai découpé des coupons pour l'aider à payer son école d'ingénieur à Clermont-Ferrand. J'ai vendu mon alliance pour qu'il puisse s'inscrire à sa formation de master à Lyon. Et aujourd'hui, il me demandait de me taire, de me fondre dans la foule comme si j'étais une gêne, une ombre. Je suis restée debout longtemps, figée, avant de tirer doucement le tiroir du buffet. J'en ai sorti le reçu du traiteur. 3 600 €, une somme que j'avais transférée discrètement des mois plus tôt, quand ils avaient peur de ne pas pouvoir réserver à temps. Thomas ne m'avait jamais demandé d'où venait cet argent. J'ai appelé le traiteur et j'ai annulé. Motif. Raison personnelle. Le lendemain matin, j'ai écrit une courte lettre. Je l'ai glissée dans une petite boîte blanche avec une fleur séchée. Sur la carte, il n'y avait qu'une seule phrase. Les fleurs peuvent encore éclore, mais les racines sont coupées. Je ne suis pas allée au mariage. J'ai pris un train pour Arcachon. J'ai marché seule sur la plage, mangé une douzaine d'huîtres en silence, respiré profondément l'air marin. Aucun discours, aucune musique, juste le bruit des vagues et mon propre souffle. Une semaine plus tard, les parents de sa fiancée m'ont appelé, furieux. Le traiteur avait annulé, tout le repas était compromis. Puis Thomas a lui aussi appelé. Sa voix était sèche, sa colère contenue. Je lui ai répondu calmement, sans trembler. « Tu es assez grand pour avoir honte de moi, mais pas assez pour te souvenir de qui t'a nourri. » Depuis, plus un mot, mais moi je dors bien, avec la conscience tranquille et le cœur apaisé. Il y a une odeur que je n'oublierai jamais, un mélange de mousse humide, de papier craft et du parfum léger des phrysias. C'est cette odeur qui m'a accompagnée toute ma vie depuis l'ouverture de ma boutique, Fleur Madeleine, au coin de la rue des Carmes à Aurillac. J'avais 26 ans, Henri à mes côtés, des rêves simples et des mains encore douces. Rien de grandiose. Juste un comptoir en bois, quelques vases en vitrine et l'envie de fleurir les moments de la vie des autres. Quand Thomas est né, je l'ai bercé dans un couffin installé derrière la caisse. Pendant que je préparais les commandes, il dormait au milieu des rubans et des épines de rose. Les clients s'y étaient habitués. Certains passaient juste pour le voir sourire. Quand il a commencé à marcher, il traînait les arrosoirs à travers la boutique. Il ne pleurait presque jamais. Je lui chantais des comptines tout en taillant les tiges. Henri n'était pas un homme bavard, mais il était là. Il aidait comme il pouvait, livrer les bouquets, s'occuper de la comptabilité. Et puis un matin, plus rien. Une crise cardiaque soudaine. 59 ans. Je me souviens que je préparais une couronne pour un enterrement ce jour-là. J'avais le sécateur à la main quand le téléphone a sonné. Je l'ai laissé tomber. Depuis, je n'ai plus jamais utilisé celui-là. Je l'ai rangé dans une boîte en fer, au fond du placard.
Après ça, il a fallu continuer. Le deuil n'excuse pas les factures en retard. Je me suis levée tous les jours à 5 heures, j'ai rempli les seaux d'eau glacée, j'ai porté les bottes de fleurs, j'ai souri aux clients, même quand j'avais envie de crier. Thomas a grandi entre les chrysanthèmes et les pivoines. Il savait faire un bouquet avant même d'apprendre ses tables de multiplication. Il aimait surtout les lavandes, leur odeur le rassurait. Je préparais ses goûters avec des petits mots glissés dans le papier alu. Bon courage pour le contrôle, ou tu rends ta mère fière. Il disait que j'étais trop sentimentale, mais il les gardait dans sa trousse. Il n'était pas facile, mon garçon. Il avait son caractère, ses silences. Mais il était tendre. Il m'embrassait sans raison, il m'attendait le soir derrière la porte. Et moi, je faisais tout pour lui. Je l'aimais avec cette force tranquille qu'ont les mères seules. Sans plainte, sans bruit. Aujourd'hui encore, quand je travaille le fil de fer autour d'un gerbera, il me revient par bribes. Je me demande s'il se souvient. Des tartines au miel, du tablier que je lui mettais pour ne pas qu'il tache ses habits en jouant avec les bouquets, des nuits où je lui tenais la main quand il faisait des cauchemars. Et je me demande à quel moment les racines sont devenues un poids, un secret à cacher, une tache sur un nom qu'on veut rendre plus brillant. C'était en mars. Thomas terminait sa terminale et un soir, il m'a dit qu'il voulait aller à Clermont-Ferrand pour faire une école d'ingénieur. Génie mécanique. Je me souviens du mélange dans sa voix, de la fierté et de l'attente. Il voulait savoir si c'était possible. Il ne me l'a pas demandé directement. Il a juste dit, en me regardant droit dans les yeux, « Je veux y arriver ». J'ai dit oui tout de suite. Je ne savais pas encore comment j'allais faire, mais j'ai dit oui. Le lendemain, j'ai commencé à économiser. J'ai changé de fournisseur pour les rubans, pris des fleurs moins coûteuses, renoncé à mes croissants du matin. J'ai cousu mes vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. Et le soir, quand je faisais les comptes dans la petite arrière-boutique, je réalisais que je n'y arriverais pas. L'alliance était dans une boîte en velours bleu au fond du tiroir de ma table de chevet. Un anneau simple en or avec l'inscription « H&M pour toujours » gravée à l'intérieur. Je ne l'avais jamais enlevée, même pour dormir, même pour travailler. Mais ce soir-là, je l'ai prise dans ma main, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Henri. Il aurait compris. Lui aussi aurait fait pareil. Je suis allée chez un bijoutier discret de la rue Victor Hugo. L'homme a pesé l'anneau, l'a inspecté à la loupe, puis m'a annoncé un prix. J'ai dit oui. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Je suis sortie avec une enveloppe pleine de billets, les doigts froids malgré le soleil. Avec cet argent, j'ai payé l'inscription de Thomas et le premier mois de son studio. Je ne lui ai rien dit. Je voulais qu'il ait l'impression d'avancer seul. Je voulais qu'il n'ait pas honte. Le jour où il a trouvé l'enveloppe sur son bureau, il m'a regardé avec étonnement. Il a dit « Mais comment t'as fait ?» J'ai simplement répondu que tout allait bien. Il m'a prise dans ses bras. J'ai senti son corps contre le mien, encore mince, encore incertain. Et j'ai su que ça valait la peine. Les années ont passé, personne n'a jamais parlé de cette alliance. Je ne l'ai pas remplacée. Parfois, ma main cherche le vide à mon doigt, mais je porte autre chose à la place. Je porte l'image de mon fils franchissant la porte de cette école, sûr de lui, confiant. Je porte le souvenir d'un sacrifice muet, et l'espoir, un peu naïf peut-être, qu'il s'en souviendrait. Je ne sais pas s'il y pense encore. Je ne sais pas s'il a compris ce que ça m'a coûté. Mais moi, je sais. Je sais ce que c'est que de choisir le silence quand on pourrait se faire entendre. Je sais ce que c'est que d'aimer dans l'ombre pour qu'un autre puisse briller en pleine lumière. Thomas l'a rencontré pendant son master à Lyon. Il faisait un stage dans une entreprise d'ingénierie à la Part-Dieu et elle travaillait au service des ressources humaines. Je me souviens encore du ton de sa voix lorsqu'il m'en a parlé pour la première fois. Il ne disait pas vraiment qu'il était amoureux. Il disait qu'elle était ambitieuse, bien entourée, qu'elle venait d'un milieu où tout se faisait avec élégance. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose allait changer. Quand je l'ai rencontré, j'ai mis ma plus belle chemise, celle que je garde pour les enterrements ou les baptêmes, et je suis allée chez le coiffeur. J'ai apporté un petit bouquet de pivoine et de gypsophile, simple mais raffiné. Elle s'appelait Élise. Elle était jolie, parfaitement maquillée, avec un sourire poli et des gestes mesurés. Elle m'a vouvoyé dès la première phrase, même après que Thomas m'a présentée.
pas comme sa mère, juste comme Madeleine. Je n'ai rien dit. J'ai souri, un peu maladroitement peut-être. Sur leur balcon, avec vue sur les toits de la Croix-Rousse, j'ai serré ma veste autour de moi malgré la chaleur de fin d'été. Je me suis efforcée de ne pas parler trop fort, de ne pas employer mes expressions auvergnates. J'ai raconté quelques anecdotes du magasin en espérant qu'elles fassent sourire. Thomas riait, mais son rire sonnait faux, comme s'il essayait de m'éteindre doucement, de m'ajuster à leur décor. Quand je suis repartie, je me suis assise un moment sur un banc de la gare de Perrache. J'ai mangé un croissant sec acheté à la hâte et j'ai pensé à ma propre belle-mère, à sa voix rugueuse, à ses conseils maladroits mais sincères. Elle m'avait accueillie sans prétention, avec un tablier taché et du café trop fort. Mais elle m'avait accueillie. Avec Élise, je n'étais pas entrée, j'étais restée sur le seuil. Pas physiquement, non, mais dans leurs gestes, dans leurs mots, dans leur manière de m'assigner une place discrète, loin du centre, loin des regards. Les mois suivants, Thomas m'appelait moins, et quand il le faisait, c'était pour parler de la salle de réception, des essayages de costumes, du menu végétarien. Il ne me demandait pas ce que j'en pensais. Il m'informait. Je hochais la tête, au téléphone, dans ma cuisine vide, en coupant des tiges de lys pour une commande du lendemain. Je sentais que je disparaissais peu à peu, non pas brusquement, non pas cruellement, mais par omission, par silence. Et je m'accrochais à cette idée étrange que si je restais sage, si je faisais ce qu'on attendait de moi, j'aurais peut-être droit à une place, même minuscule, dans leur monde lisse et bien ordonné. Ça a commencé doucement, presque imperceptiblement, des petites choses que j'aurais pu ignorer. Lors d'un repas de famille, on m'a demandé de me mettre au bout de la table pour mieux équilibrer la photo. Lors d'un échange sur le groupe de discussion des préparatifs du mariage, je n'ai pas été ajoutée. Puis Élise m'a dit un jour, presque avec gentillesse, qu'il serait plus pratique que ce soit sa mère qui s'occupe des détails. Je n'ai rien dit, j'ai souri comme on le fait quand on veut montrer qu'on comprend sans déranger. Un soir, au restaurant, nous étions avec des amis de Thomas. L'un d'eux s'est penché vers moi et a demandé en souriant « Et vous, quel est votre lien avec le couple ?» Avant que je ne puisse répondre, Thomas a dit avec entrain « C'est Madeleine, elle fait partie de la famille au sens large. » Il a ri, comme si c'était une évidence. Moi, j'ai bu une gorgée d'eau et j'ai regardé ailleurs. Je n'étais plus sa mère. Pas dans ces moments-là. J'étais devenue une silhouette, une figure d'arrière-plan. Et plus personne ne semblait s'en rendre compte, sauf moi. Alors j'ai commencé à me retirer, doucement. J'ai arrêté de proposer mon aide. J'ai cessé de poser des questions. Je répondais quand on me sollicitait, mais je n'initiais plus rien. Je ne voulais pas forcer une place qu'on me refusait. Je ne voulais pas m'imposer dans une histoire qui n'était plus la mienne. À la boutique, je travaillais plus que jamais. Le printemps approchait, et avec lui les communions, les baptêmes, les fêtes des mères. Je faisais des bouquets pleins de couleurs, de parfums, de vie. Les clients entraient, me parlaient de leurs enfants, de leurs familles. Je les écoutais avec patience. Parfois, je souriais même. Mais au fond de moi, je sentais une fissure, une distance que rien ne pouvait combler. Un jour, j'ai envoyé une photo d'une composition florale à Thomas. Je l'avais appelée Élise. C'était un arrangement délicat, lavande et rose ancienne, avec une touche d'eucalyptus. Pas de réponse. Ni merci, ni emoji, ni silence poli. Juste rien. Je l'ai mise en vitrine. Elle est restée là plusieurs jours. Personne ne l'a achetée. Alors je l'ai laissée faner. Lentement, sans la jeter. Je l'ai regardée perdre ses couleurs, ses formes, jusqu'à devenir une ombre de ce qu'elle avait été. Je n'y ai touché que lorsqu'elle est devenue poussière. Ce n'est pas un cri qui m'a fait mal. Ce n'est pas un rejet net ou une dispute. C'est le glissement, l'effacement, le fait d'être là et de sentir, jour après jour, que plus personne ne vous voit. Le chèque était rangé dans un classeur sous une pile de papiers administratifs à l'abri des regards. 3 600 € adressés à un traiteur de la région lyonnaise, payé discrètement plusieurs mois plus tôt, quand Thomas m'avait dit qu'ils avaient trouvé un prestataire, mais qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le bloquer à temps. J'avais pris l'initiative.
J'avais dit que c'était normal, que c'était de mon cadeau. Il n'avait pas demandé d'où venait l'argent. Il ne m'avait jamais remercié non plus. À l'époque, je ne m'en étais pas formalisée. J'avais mis ça sur le compte du stress, de la jeunesse, de l'oubli. Mais maintenant, avec cette demande de me faire passer pour une lointaine parente, cette honte à peine voilée, ce silence poli devenu habitude, ce chèque me brûlait entre les doigts. Je me suis assise dans ma cuisine, un matin, avec la lumière pâle traversant les rideaux. J'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro du traiteur, j'ai donné mon nom et la référence de la commande. Une jeune femme m'a répondu, très professionnelle. Je lui ai dit que je souhaitais annuler. Elle m'a demandé s'il y avait un souci. J'ai simplement dit que c'était pour des raisons personnelles. Elle a noté, m'a confirmé l'annulation et m'a souhaité une bonne journée. Sa voix était douce. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je suis restée là un moment, les mains posées à plat sur la table. J'ai regardé la tache de soleil se déplacer sur le carrelage. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui, sans hésiter, pour qu'il avance. J'ai pensé à ma main signant le chèque, sans le moindre doute, et à sa main, maintenant, tenant le téléphone, me disant que je ne devais pas dire que j'étais sa mère. Le soir même, j'ai pris une carte blanche, simple, sans motif. J'ai écrit cette phrase qui me hantait depuis des jours. Les fleurs peuvent encore éclore, mais les racines sont coupées. Mon écriture était droite, posée, pas tremblante. Je l'ai glissée dans une petite boîte. J'y ai ajouté un petit bouquet de fleurs séchées, soigneusement nouées, des immortelles, de la lavande, un brin de blé, quelque chose de sobre, de final. J'ai emballé le tout soigneusement et j'ai écrit l'adresse de la salle de réception. Pas de nom, pas de message supplémentaire. Le lendemain, je suis allée à la poste, j'ai envoyé le colis. En rentrant chez moi, j'ai acheté un petit pain au chocolat à la boulangerie et je l'ai mangé sur un banc, sans rien dire, en regardant les passants. Je ne ressentais ni colère ni vengeance, juste la sensation d'avoir rétabli un équilibre, d'avoir remis à sa place ce qui m'avait été arraché sans un mot. J'ai fait ce que j'avais à faire, sans bruit, comme toujours. Je me souviens du moment exact où j'ai noué le ruban autour de la petite boîte. Il faisait clair, la lumière du matin traversait la cuisine avec une douceur presque irréelle. Les fleurs séchées reposaient calmement sur le papier de soie, la carte blanche posée au-dessus comme une vérité qu'on ne peut plus effacer. Aucun tremblement dans mes mains. Juste la certitude. Je suis sortie à pied jusqu'à la poste centrale d'Aurillac. J'ai marché lentement, observant les vitrines encore fermées, les trottoirs humides de la veille. Je portais la boîte dans un sac en tissu comme un objet fragile, précieux, mais sans joie. À la poste, la guichetière m'a reconnue. Elle m'a parlé du temps, de ces géraniums qui ne prenaient pas bien cette année. J'ai souri, répondu poliment, puis tendu le paquet. Elle m'a demandé s'il contenait quelque chose de cassable. J'ai dit que non. Elle a tamponné, noté l'adresse, et c'était fait. Sur le chemin du retour, je suis passée chez le pâtissier. J'ai pris une part de flan, celle avec la croûte caramélisée que j'aimais quand j'étais enfant. Je me suis assise sur un banc de la place Gerbert, entre deux papys qui discutaient de foot, et j'ai mangé en silence. Il y avait une paix étrange dans ce moment-là, comme si quelque chose en moi s'était défait, mais sans douleur. Une couture qu'on coupe proprement. Le soir venu, j'ai fermé la boutique un peu plus tôt. J'ai rangé les outils, mis de l'ordre sur le comptoir, comme on le fait quand on prépare un départ. J'ai sorti une petite valise du placard, y ai glissé 2 poules, un pantalon de toile, une brosse à dents. J'ai appelé une voisine pour lui demander de récupérer les livraisons du lendemain. Elle a dit oui comme toujours, sans poser de questions. Je n'avais pas prévu de fuir, je voulais juste ne pas être là. Ne pas entendre la musique, ne pas voir les photos, ne pas imaginer ce que je n'étais pas censée vivre. Alors j'ai réservé une chambre à Arcachon, une toute petite chambre près du port. Pas chère mais propre, avec un balcon qui donnait sur les bateaux. Avant d'aller me coucher, j'ai sorti le reçu du colis de mon sac et je l'ai rangé dans mon carnet. Je n'attendais rien, je n'espérais pas de réponse, pas même un cri. Je voulais seulement que ce message arrive à destination, qu'il soit lu. Qu'il existe quelque part entre les fleurs fraîches et les nappes repassées. Le colis n'était pas un geste de colère, c'était un adieu, discret, nécessaire. Un dernier bouquet qu'on n'offre pas, mais qu'on dépose doucement en quittant la pièce. Je suis arrivée à Arcachon en début d'après-midi. Le train était à l'heure.
Le ciel couvert, l'air chargé d'embrun. J'avais une valise légère, un sac avec un livre que je ne lirai probablement pas, et cette fatigue particulière qu'on ressent quand on ne s'attend plus à rien. La chambre était simple, au 2e étage d'une pension un peu vieillotte, avec des rideaux à fleurs et un petit balcon donnant sur une ruelle calme. Il y avait une bouilloire, un sachet de tisane et une carte de la région pliée sur la table de chevet. Je suis sortie aussitôt, j'ai marché jusqu'à la plage, sans trop réfléchir. Le sable était encore humide, quelques familles se promenaient, des enfants couraient avec des cerfs-volants. Je me suis assise sur un banc en bois, face à l'eau. Le bassin d'Arcachon, dans sa lumière grise, avait quelque chose de sobre et de vrai. Il ne cherchait pas à séduire. Il était là, vaste et calme. J'ai regardé les vagues venir lécher la rive et je me suis sentie respirer plus profondément que depuis des semaines. Il n'y avait pas de musique, pas de robe blanche, pas de discours. Juste le vent, le cri des mouettes, et ce silence qui s'installe quand on n'attend plus qu'un peu de paix. Le soir, je suis allée manger seule dans une brasserie au bord du port. J'ai commandé des huîtres, un verre d'eau gazeuse et un peu de pain de seigle. Le serveur ne m'a pas posé de questions. Il m'a dit bonsoir avec un sourire simple, puis m'a laissé tranquille. Je l'en ai remercié intérieurement. De retour dans ma chambre, je me suis assise près de la fenêtre ouverte. Le bruit des bateaux au loin, les éclats de voix étouffés qui montaient de la rue, tout cela formait une sorte de berceuse tranquille. Je me suis mise au lit sans allumer la télévision. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Henri, à notre mariage à la mairie, au buffet simple préparé par ma tante, aux chansons qu'on passait sur un vieux poste. Je me suis souvenue de la façon dont il m'avait regardée ce jour-là, comme si j'étais tout ce qu'il lui fallait. Et j'ai pensé à Thomas. Je n'ai pas imaginé la cérémonie. Je n'ai pas cherché à visualiser sa joie ou son absence de gêne. J'ai seulement pensé à son rire d'enfant, à ses petits bras autour de mon cou, à sa voix qui disait « Maman, tu viens me chercher ?» Le lendemain, j'ai marché longtemps sur la jetée. J'ai mangé un sandwich sur un banc, acheté un petit souvenir pour personne en particulier, et je suis rentrée lentement. Ce n'était pas une fuite, c'était un retour vers moi-même, vers une version de moi qu'on n'avait pas effacée. J'étais là, dans une ville qui ne me connaissait pas, et pour la première fois depuis longtemps, ça m'a paru suffisant. J'étais de retour à Aurillac depuis à peine 2 jours quand le téléphone a sonné. C'était un jeudi matin, le magasin venait d'ouvrir, les seaux d'eau étaient pleins, les tiges bien alignées sur l'établi. Je pensais à une commande, peut-être un bouquet de remerciements ou une gerbe pour un enterrement. Mais en décrochant, j'ai entendu une voix étrangère, tranchante, pressée. C'était la mère d'Élise. Elle ne s'est pas présentée. Elle a commencé immédiatement, sèchement, en disant que mon comportement avait été irresponsable, que j'avais créé un désastre, que le traiteur avait annulé à la dernière minute, que le dîner avait été compromis, que certains invités avaient été choqués. Sa voix vibrait de colère contenue. Je l'ai écoutée sans répondre, sans m'excuser, sans me justifier. Elle a fini par me demander si je réalisais ce que j'avais fait. J'ai simplement dit que j'avais retiré une aide que je n'avais jamais annoncée publiquement, et j'ai raccroché. L'après-midi, c'est Thomas qui a appelé. Je l'ai reconnu immédiatement, même si sa voix était tendue, plus froide qu'avant. Il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a juste dit mon prénom, Madeleine, et m'a demandé pourquoi. Je suis restée assise à mon bureau, le téléphone contre l'oreille, en regardant les reflets du soleil sur le bocal d'engrais liquide. J'ai dit calmement que je n'avais rien saboté, que je m'étais simplement souvenue de ma valeur. Je lui ai rappelé que j'étais celle qui l'avait nourri, habillé, protégé, celle qui avait vendu son alliance pour qu'il puisse aller à l'école, celle qui s'était effacée pour qu'il puisse avancer. Je lui ai dit « Tu es assez grand pour avoir honte de moi, mais pas assez pour te souvenir de qui t'a nourri. » Il n'a rien répondu. La ligne est restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai entendu le clic sec de la fin d'appel. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas retournée dans mon lit, j'ai regardé le plafond, j'ai écouté le tic-tac de la vieille horloge au salon et j'ai senti une paix étrange m'envelopper. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la revanche, c'était une certitude. Je ne déteste pas mon fils, je ne le renie pas, mais je ne peux plus être celle qui attend, qui excuse, qui espère.
Le lien qui nous unissait n'a pas été rompu par un cri ou une dispute. Il s'est effiloché, lentement, par omission, par inconscience, par le silence des mots qu'on ne dit plus. Et moi, je ne suis pas une erreur à corriger, ni une gêne à cacher. Je suis sa mère. Et cela ne changera jamais, même si lui l'oublie. On dit que les mains racontent la vie. Je regarde souvent les miennes, surtout le matin, quand la lumière entre doucement dans l'atelier. Elles sont devenues fines, les veines ressortent, la peau se plisse comme du papier ancien. Mais moi, je n'y vois pas la vieillesse. J'y vois des années de gestes, de silence, de soins. J'y vois des rubans noués, des seaux soulevés, des sandwichs découpés à la hâte entre deux commandes. J'y vois l'amour d'une mère, discret mais constant. Après la mort d'Henri, ce sont mes mains qui ont pris le relais. Quand ma tête tournait de chagrin, mes doigts, eux, savaient de quoi faire. Ils préparaient les commandes, signaient les factures, lavaient les habits, réparaient les bobos. Ils s'activaient sans relâche parce qu'il le fallait, parce que personne d'autre ne le ferait. Je ne leur ai jamais demandé d'en faire autant. Elles ont juste obéi, jour après jour. Thomas aimait mes mains. Enfant, il les appelait mes couvertures. Il les cherchait la nuit quand il faisait des cauchemars, quand la fièvre montait, quand les bruits du vent l'inquiétaient. Il les prenait entre les siennes, minuscules, chaudes, pleines de confiance. Et moi, je le berçais jusqu'à ce que son souffle devienne paisible. Je me souviens du jour où je lui ai appris à écrire son prénom. J'avais placé ma main sur la sienne, et ensemble, nous avions tracé chaque lettre sur un cahier quadrillé. Il s'impatientait vite, mais il riait quand je faisais semblant de me tromper. C'étaient nos instants à nous, ceux qu'on ne prend jamais en photo, mais qui restent dans le cœur. Aujourd'hui, personne ne touche plus mes mains. Les clients prennent les bouquets sans frôler mes doigts. Les gens ne se penchent plus pour embrasser les joues des vieilles dames. Et je comprends, le monde va vite. Il regarde devant. Il oublie. Mais moi, je n'ai rien oublié. Je me demande parfois si Thomas se rappelle de tout ça, des tartines qu'il aimait, des moufles qu'il perdait, des histoires que je lui racontais en tressant ses cheveux quand il était malade. Je me demande s'il sait que chacune de mes rides vient d'un moment où je l'ai porté, soutenu, attendu. Je ne pense pas qu'il en ait conscience, ou peut-être que si, mais qu'il a appris à ne plus y penser. Pour ne pas avoir à rougir, pour ne pas avoir à expliquer, je suis devenue une page qu'on tourne, un chapitre qu'on ne relit pas. Mais moi, je regarde mes mains et je sais. Je sais qu'elles ont aimé. Je sais qu'elles ont fait ce qu'il fallait. Et même si aujourd'hui elles sont plus lentes, plus fragiles, elles ne tremblent pas. Elles ne regrettent rien. Elles sont à moi, pleines d'histoire, pleines de lui. Et elles reposent maintenant, enfin, sans attendre d'applaudissements. C'était un mardi, le genre de journée terne où le ciel reste bas et la lumière grise. Il n'y avait pas de clients, pas de livraison prévue, juste le silence du magasin ponctué par le cliquetis régulier de l'horloge murale. Je m'occupais lentement, je coupais des rubans, je nettoyais des vases, je rangeais ce qui n'avait pas besoin de l'être. Il y a des jours comme ça où l'on sent que le monde continue sans vous. J'étais en train d'arranger un petit bouquet de gerbera quand la clochette de la porte a retenti. Une jeune fille est entrée, timide, les épaules rentrées dans un manteau trop grand. Elle avait une feuille pliée dans les mains et les yeux un peu inquiets. Elle a murmuré un bonjour puis s'est avancée. Elle cherchait un bouquet pour sa mère. Rien de trop cher, mais quelque chose de beau. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle l'a dit tout de suite, presque comme une excuse. J'ai hoché la tête, je lui ai demandé ce que sa mère aimait. Elle a haussé les épaules. Les fleurs. Toutes les fleurs. Alors j'ai choisi pour elle. J'ai pris des fleurs simples, douces, des anémones, un peu de mimosa, quelques brins d'eucalyptus. Pendant que je composais le bouquet, elle m'a raconté. Sa mère ne sortait plus trop depuis quelques semaines. Elle voulait lui faire une surprise. Elle ne savait pas si ça allait changer quelque chose, mais elle avait eu cette envie, ce matin-là, en se réveillant. Je l'ai écoutée sans interrompre mes gestes. J'ai fini le bouquet, l'ai enveloppé dans du papier craft, noué avec une ficelle de jute. Puis je le lui ai tendu. Elle l'a regardé longtemps. Il y avait dans son regard quelque chose d'enfantin, d'ému.
Elle a demandé combien elle me devait. J'ai dit d'un prix plus bas que ce qu'il valait. Elle a insisté, j'ai refusé. Je lui ai dit que parfois, ce n'était pas une question d'argent. Elle m'a remercié plusieurs fois. Elle est sortie lentement, le bouquet contre elle comme un trésor fragile. Je l'ai regardée traverser la rue. Elle s'est arrêtée une seconde, a tourné la tête vers la vitrine, puis a repris son chemin. Je suis restée là, debout derrière la vitre, et j'ai pensé à Thomas, à tous les bouquets que je lui avais faits, pour ses anniversaires, pour ses examens, pour rien. Et je me suis dit que même s'il lui avait oublié, peut-être que quelqu'un d'autre se souviendrait, peut-être que ce que j'avais donné ne s'était pas perdu. Tout ne guérit pas, mais tout ne se perd pas non plus. Parfois, un geste revient, dans un regard, dans une jeune voix, dans une main tendue, et c'est suffisant pour continuer. Les jours ont retrouvé leur calme. L'automne est arrivé doucement, avec ses feuilles collées sur les trottoirs et l'odeur de terre mouillée dans l'air. La boutique est ses plus silencieuse. Les commandes se font rares, mais je continue d'ouvrir chaque matin. J'arrose les plantes, je nettoie les étagères, je compose des bouquets pour la vitrine. Pas pour les vendre toujours, juste pour que la beauté reste présente, même sans témoin. Thomas ne m'a pas rappelé. Il n'a pas écrit, il n'a pas franchi la porte. Je ne m'y attendais pas. Pas vraiment. Il y a des silences qu'on apprend à connaître, qu'on ne tente plus de combler. Ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de paix. Comme accepter que certaines blessures ne guériront pas, mais qu'on peut vivre avec. Je pense encore à lui, tous les jours. Mais je pense aussi à moi, à la femme que j'ai été, à la mère que j'ai choisi d'être. J'ai aimé sans condition, j'ai donné sans compter. J'ai plié, porté, consolé. Et maintenant que le vide a pris place, je découvre qu'il n'est pas si lourd. Il est stable, il ne bouge plus. Je ne cherche pas à comprendre ce qui aurait pu être fait autrement. Ce genre de questions ne mène nulle part. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Et s'il a choisi de ne plus voir cet amour, ce n'est pas parce qu'il était mal donné, c'est parce qu'il ne voulait plus le recevoir. Je dors bien. Pas longtemps, mais profondément. Je n'ai plus ces pensées qui tournent en boucle. Je ne rejoue plus les scènes, je ne guette plus les gestes. J'ai rangé les souvenirs à leur place. Je les laisse venir, quand ils veulent, mais je ne cours plus après. Je suis seule, oui, mais pas brisée. Je suis droite, debout, comme ces arbres qu'on oublie au bord des champs, mais qui tiennent encore. Je continue de donner à ceux qui passent, à ceux qui ont besoin d'une fleur, d'un mot, d'un silence. Et cela me suffit. Si un jour Thomas revient, il me trouvera ici. Je ne lui demanderai rien. Je ne lui reprocherai rien. Mais je n'attendrai pas. Je ne suis plus dans cette attente-là. Je suis Madeleine. J'ai aimé un fils plus que ma propre jeunesse. J'ai traversé la vie avec des mains pleines et un cœur sans calcul. Aujourd'hui, je vis avec moins. Mais ce moins, je le porte avec dignité. Et chaque soir, en posant ma tête sur l'oreiller, je ferme les yeux sans regret. Avec un cœur tranquille et une conscience en paix.